ceux qui ne voient pas ce qui est en train de se passer, mais du coup, Abou est en train de se poser 10 000 questions C'est vrai. sur son avenir parce qu'il vient de se rendre compte qu'il fallait qu'il travaille son quoi, son pourquoi. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Tout d'abord, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Comment Merci du coup d'être avec nous. Nous sommes à Paris et je te pose la question avec laquelle je commence toujours. Comment te définis-tu en tant que personne? Ah, comment je me définis? Je me définis comme une personne authentique, d'un optimisme réaliste. L'optimisme réaliste, c'est en fait c'est de l'optimisme où tu as conscience des problèmes que tu peux rencontrer et que tu sais que tu vas les surmonter en fait. Plutôt joyeuse, pétillante, souvent sans filtre. Maintenant que tu as cette idée-là de toi, vu que ce podcast aussi a pour but de parler d'une réalisation de soi mixée à une connaissance de soi, à quel pourcentage, à quel degré penses-tu aujourd'hui être toi-même? Je pense que je suis moi-même à entre 7 et 8. Euh, c'est un peu mon métier hein, en tant que psychothérapeute et experte en psychologie positive. J'accompagne des gens à devenir justement eux-mêmes. Donc il faut quand même que j'ai un minimum de connaissance de moi-même. Donc oui, je dirais 7 et 8 parce qu'on ne se connaît jamais totalement. Mais voilà, je l'ai appris et je continue à l'apprendre aussi. Mais je pense qu'on va y revenir un peu par la suite encore. Mais peux-tu nous définir brièvement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce qu'est la psychologie positive? Alors la psychologie positive, c'est un courant de la psychologie qui vient des États-Unis, qui est apparu dans les années, à la fin des années 90 par son précurseur qui s'appelle Martin Seligman, qui était psychologue lui-même et président de l'association des psychologues des États-Unis. L'idée de la psychologie positive, alors c'est un vrai courant, c'est très sérieux, c'est de partir de ce qui va bien chez la personne. La psychologie positive capitalise sur les forces, les réussites, les valeurs, alors que la psychologie classique part de la pathologie. Nous, on va partir des forces, de ce qui va bien, et on va focuser solution. Donc elle est très gratifiante, puisque en fait, ça va assez vite. On utilise sur la force de la personne et ça me facilite un peu la transition. Euh, quelle part de ton âme d'enfant réside encore en toi et surgit tous les jours au quotidien? Ah, indéniablement, mon côté joyeux et créatif. J'étais déjà comme ça petite, assez joyeuse et créative, même si j'étais une enfant timide et introvertie. Moi, je suis ce qu'on appelle une hypersensible. Donc, du coup, les hypersensibles, ils ont toujours des enfants, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Donc, du coup, on passe du rire aux larmes. Mais globalement, ce qui me caractérisait, c'était cette joie de vivre et cette créativité. Et comment cette jeune fille, on va dire, cette fille même, hypersensible et pourtant créative, vit sa scolarité? Quel rapport avais-tu avec l'école à ce jeune âge? Plutôt un rapport assez. Alors, j'avais un rapport ambivalent, à la fois facile au niveau scolaire, j'ai jamais eu de difficultés dans l'apprentissage. En revanche, c'était pour moi compliqué de me confronter à la cour de récréation. Quand on est timide, c'est toujours un peu compliqué. Donc, être jeté dans le grand bain et voilà, se confronter à la sociabilité, la sociabilisation, pardon. La sociabilisation était plus compliquée pour moi que l'apprentissage. Et comment ça se vit ça? Quand on est à la fois hypersensible et un peu c'est un peu dur aussi de sociabiliser parce qu'on se construit aussi quand même à ces jeunes âges-là.
Comment ça se vit? Est-ce que ça laisse des traces qu'on est obligé après contre quoi on est obligé de se battre quand, à l'âge adulte? Ça laisse des traces, enfin oui, mais des traces qui sont. Enfin, c'est pas des traces, comment dirais-je, au contraire, c'est formateur. On se force à y aller, on se fait violence, on prend sur soi. Quel type de passion avais-tu à l'adolescence? Alors moi j'ai toujours été assez sportive. C'est vrai que le sport me faisait beaucoup de bien. Ma créativité, je faisais pas mal d'activités créatives. C'est vrai que ça me faisait du bien. Ça m'apaisait aussi. Ces activités m'apaisaient beaucoup. Après, moi, j'étais beaucoup dehors. Je suis, je suis de la campagne, donc j'ai toujours adoré être dehors. Et la nature aussi fait partie des souvenirs que j'ai de mon enfance. Tu parles de sport. Comment ça, c'était quel sport déjà? C'était un sport individuel ou collectif? Et comment ça façonne notre mental? Je faisais de l'athlétisme et du tennis. C'est vrai que j'ai toujours puisé dans le sport beaucoup de force. Beaucoup plus tard, à 35 ans, je me suis mis au semi-marathon. Et c'est vrai que j'ai toujours puisé énormément de. Pour moi, le sport incarne énormément de valeurs. La valeur courage, la valeur persévérance. Et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu cours pas avec tes jambes, tu cours avec ta tête. Et c'est vrai que du coup, ça m'est toujours resté. Et de me lancer ce type de challenge en me disant que je courais effectivement avec ma tête plus qu'avec mes jambes, m'a permis, moi, derrière, de réaliser d'autres choses dans d'autres domaines. Cette phrase m'inspire beaucoup parce que là, ça cogite aussi un peu dans la tête. Ouais. Et la question qui coule de source, on va dire, c'est comment ça t'aide aujourd'hui dans tes challenges, si on prenait cette phrase-là en particulier, comment tu l'appliques à la vie? Parce que globalement, dans la vie, c'est le mental. Et c'est aussi un peu pour ça que j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Si tu décides pas de faire les choses, les choses, elles vont pas venir comme ça, elles vont pas venir à toi. Il faut déjà oser le décider, oser et être dans l'action. Je pense que peut-être que c'est la réponse à ma prochaine question, mais J'anticipe, hein. ouais. C'est que quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur les peut-être 20 premières années de ta vie? D'oser, de pas se mettre, pas se mettre de limites, de faire les choses qu'on a envie de faire. La valeur travail est très importante pour moi. Pareil, ça c'est des valeurs familiales qui m'ont été transmises. J'ai Et une grande phrase que je dis régulièrement aux gens que j'accompagne, c'est l'action tue la peur. Et c'est parce que tu vas être en action que tes peurs vont disparaître. à cette période-là, quand tu sors du lycée ou peut-être dans l'année de la terminale, qu'est-ce qui guide tes choix d'études supérieures? Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'époque? À l'époque, je pense que je suis comme pas mal de jeunes aujourd'hui. J'ai pas forcément d'idées préconçues. Je fais des études universitaires. J'ai pas de. Mes choix se sont imposés à moi plus tard, quand j'ai commencé à mieux me connaître. À 18 ans, je me connaissais pas bien. J'étais toujours cette petite fille intrinsèquement timide et réservée qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et donc, voilà, je me laissais un peu porter par les événements. À quel moment vient ce voyage de la connaissance de soi dans ta vie? À la trentaine, enfin, quand j'avais à peu près 30 ans, il vient parce qu'on rencontre des obstacles, on rencontre, il se passe des choses dans notre vie et on a envie que ça change et on a envie de bouger les lignes et là on se prend en main et on décide de devenir acteur, de plus subir mais d'être acteur de son chemin, de sa vie. Et quand arrive cette réalisation-là?
comment ça impacte ta vie? Est-ce qu'il y a des choix de carrière qui arrivent? Les choix de carrière, je les ai toujours. Alors, moi, je suis une vraie atypique. Donc, du coup, j'ai eu 5 vies professionnelles et j'ai suivi mon intuition. Et c'est vrai que j'ai fait des rencontres et donc j'ai suivi ces rencontres qui m'ont permis de découvrir des secteurs d'activité complètement différents. Ça chamboule parce qu'on subit plus, on devient acteur. Moi, je décide à ce moment-là de partir de ma province et de venir à Paris. Je travaillais dans l'univers public et je décide d'aller vers l'entreprise. Voilà, on décide des choses et on décide de sa vie. Quel conseil tu donnerais aux jeunes ou aux personnes actives qui veulent changer de carrière comme ça et qui ont des peurs, des doutes, des appréhensions? Ah ben j'en ai pas mal, moi, dans les gens que j'accompagne, des gens qui sont en pleine reconversion, c'est vraiment le sujet d'actualité. La première, j'en avais, tiens, justement une hier au téléphone qui voulait changer de vie aussi et qui me posait 2, 3 questions. Euh, enfin, la première question à se poser, c'est d'identifier ses valeurs. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Enfin, pas qu'est-ce que tu as envie de faire, mais qui tu es. Euh, qui tu es, pas dans le terme qu'est-ce que tu sais faire, mais qui tu incarnes. Quelles sont vraiment tes valeurs. Donc je lui conseillais de se décrire, qui je suis, quelle personne je suis, et quelles valeurs socles, quelles valeurs m'animent, qu'est-ce que j'ai en moi. Et ça, c'est fondamental. Et est-ce que c'est quelque chose, ces valeurs-là et ces principes, est-ce que c'est quelque chose qui bouge dans le temps ou qui sont plutôt statiques et à identifier une fois pour se fonder Non, dessus? tu les as, c'est des valeurs socles, c'est des choses que tu acquiers elles sont beaucoup liées à ton éducation aussi, mais c'est vraiment des choses que tu as, c'est pas intrinsèque, mais c'est vraiment des choses qui sont bien installées en toi. Et dans ce voyage-là, d'aller trouver ces valeurs-là, comment on fait, pas pour entrer dans les détails, de faire la différence entre qui on est et qui on aimerait être C'est l'authenticité. À partir du moment où tu te connais bien, tu as défini tes forces, tes valeurs, tu sais qui tu veux incarner, bah, tu gagnes en authenticité. Et le gap, le gap, il est là. Il n'y a plus de faux semblants à ce moment-là. Tu es ce que tu as envie d'être et qui tu es réellement. Tu parlais d'avoir tout à l'heure cinq vies professionnelles. J'aimerais bien qu'on parle de la première. C'était quoi comme... La première, c'était en collectivité. Voilà, j'étais collaborateur de cabinet en collectivité, et comment dans ça le se... milieu, dans l'univers politique. Et comment ça se passe, cette première expérience? Ça se passe bien. Enfin, là encore, je suis des gens, je partage une aventure. À la fois, c'est compliqué parce que c'est un univers que je ne connais absolument pas. Et comme je suis curieuse, bah, du coup, ça m'attire. J'apprends énormément de choses. Je pense que cette expérience, par rapport à ma manière de fonctionner, est la plus structurante que j'ai pu avoir. Et énormément j'ai acquis énormément de réflexes et qui m'ont suivi après tout au long de ma carrière. À cette période-là, euh, est-ce que tu pensais, est-ce que tu avais un attrait qui se construisait pour la psychologie positive, ou est-ce qu'on était encore très loin de là et que c'est un chemin Ouais. qui va le ramener? On était loin. Alors, on était loin, oui et non. J'avais toujours en moi ce côté très très positif, mais j'étais pas du tout. C'était un courant d'ailleurs qui était en gestation à l'époque. Non, je ne m'y intéressais pas forcément. On était très loin. Pour faire suite à ce qu'on vient de dire, à quel moment arrive la psychologie positive au point de vouloir en faire un métier?
Elle arrive déjà dans ma vie, elle arrive pas au départ comme un métier, elle arrive dans ma vie parce que elle m'apporte énormément de choses, elle me permet de gagner en estime. Je pense que c'est une des grandes forces de la psychologie positive, c'est elle te permet vraiment de booster ton estime de soi. Donc je m'en sers déjà personnellement. Et elle est arrivée comme un métier beaucoup, beaucoup plus tard. À quel moment tu dis que tu vas en faire un métier? Il y a 3 ans, quand je décide de quitter l'entreprise et de me jeter dans la piscine sans les bouées, je décide déjà de quitter l'entreprise, enfin non, le monde du salariat, et j'ai une autre idée en tête. Je le raconte parce que c'est important. On peut, euh, on peut partir en ayant une idée. Et les choses, enfin, il faut jamais oublier que les choses, elles sont en mouvement. Les choses, elles bougent. Moi, je pars au début et j'ai une conviction, c'est que je veux ouvrir une agence matrimoniale. C'est un projet que j'ai comme ça en tête depuis des années. Je veux disrupter le marché de l'agence matrimoniale, faire que les gens ils se rencontrent dans la vraie vie, que les sites, enfin, ça correspond pas. Bon, ouais, et puis en fait, j'avance dans ce projet, je monte mon business plan et je me rends compte que, mais en fait, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse dans l'agence matrimoniale, c'est justement tous les rapports humains qui se créent et c'est tout le volet psychologie. Donc du coup, je bifurque peu à peu sur la psychologie et la psychologie positive, elle arrive je dirais, complètement naturellement à moi. C'était une évidence sur la psychologie positive. Je raconte ça parce que c'est important de ne pas avoir d'idées forcément très arrêtées et préconçues sur ce qu'on veut faire. Voilà, ça bouge, on est en mouvement, on rebondit, on part dans une autre direction. C'est pas grave. L'idée, c'est de, à un moment donné, voilà, de trouver ce qu'on a envie de faire. C'est quoi les grands a priori que tu rencontres quand tu parles de ton métier? Les gros clichés contre lesquels j'allais dire je me bats, enfin c'est pas un combat, hein. Une Mais confrontation? voilà, les gens, la psychologie positive, alors déjà c'est pas la pensée positive, ça n'a rien à voir, c'est pas la méthode Coué, j'avais écrit un article là-dessus justement pour mettre les choses au clair. La psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive. Et c'est pas le joyeux monde des bisounours, c'est pas regarder la vie avec des lunettes roses, c'est pas tout est bien, tout est joli. Ça reste un courant de la psychologie où où on se remet on se remet en cause, on se confronte, on avance. Voilà, tout n'est pas idyllique dans la psychologie positive. On travaille sur ce qui va bien, mais on a les mêmes résistances, on a les mêmes freins qu'on pourrait avoir dans la psychologie. Aujourd'hui, on constate, moi je t'ai connu au travers des réseaux sociaux. Mm. Pourquoi c'est important pour toi? Peut-être que c'est pas important, mais en quoi ça te sert au quotidien de mettre en avant, ou en tout cas d'être active sur les réseaux? Ça me sert d'abord à me faire connaître. Ça me sert grâce au réseau, moi j'ai rencontré des gens formidables. On a la chance effectivement de pouvoir, grâce à ces réseaux, se faire connaître, rencontrer des gens d'univers complètement différents, des gens qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. Et pour ça, je trouve que c'est merveilleux et c'est une vraie chance et opportunité que de pouvoir communiquer à travers ces réseaux. Et la force de frappe, elle est quand même aussi considérable. Et énorme. Et est-ce qu'on est confronté quand même à des gens qui voudraient se faire consulter, entre guillemets, directement sur les réseaux? Oui, oui, oui. J'ai pas mal de personnes qui m'écrivent voilà, qui me posent pas mal de questions.
ça, c'est un peu le revers de la médaille. Euh, alors bon, moi je réponds poliment. En revanche, je fais pas de consultation, enfin, je suis pas bénévole, donc je fais pas de consultation à l'arrache sur une messagerie de réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en étudies d'un point de vue un peu du psychologue que t'es sur les différents comportements qu'on puisse y voir aussi, à la fois constructifs et entre guillemets destructifs? Bah, il y a de tout. Après, sur les réseaux, il y a ceux effectivement, qui en connaissent les limites, qui savent pourquoi ils l'utilisent. Et puis, il y a ceux qui sont très vite addictifs à ce type de réseau, qui derrière cachent une solitude qu'ils peuvent avoir dans leur vie et qui effectivement... la vie, elle est en vrai, elle n'est pas virtuelle. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on dit et ce qu'on montre dans les réseaux et ce qu'on fait dans la vie privée. La limite, elle est toujours... Enfin, il faut vraiment se mettre des limites. On parlait un peu en off de famille. Qu'est-ce que la famille représente pour toi au quotidien, à la fois quand on était enfant et maintenant parent? Pour moi, la famille, elle est très structurante. Moi, ma famille, elle m'a apporté des vrais... On parlait de valeurs tout à l'heure, des vraies valeurs socles qui sont aujourd'hui très structurantes. Moi, alors ça, c'est un terme très psy, mais j'ai tendance à... Quand on parle de la famille, pour moi, c'est un cadre contenant. C'est très important d'offrir ce cadre contenant. Un cadre contenant, c'est un cadre où il y a des valeurs, où on sait jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est très important d'offrir ça, de l'avoir reçu et de pouvoir l'offrir à un enfant. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est de cette manière que j'entends l'éducation de mon fils. Pour moi, la famille, elle est fondamentale, la mienne, parce que je l'ai construite tard. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle est très structurante pour moi. C'est un peu mon moteur. J'en discutais avec quelqu'un qui me disait que on est aujourd'hui dans une période où la technologie va plus vite que notre capacité à nous de nous y adapter. Quand on élève un enfant dans cette période, comment on essaie de l'outiller et sur quel principe, levier on apporte beaucoup d'emphase? Tu dois vivre avec. De toute façon, les réseaux, ils existent, donc c'est pas la peine de les nier, c'est pas la peine de... voilà, c'est pas le... moi, mon fils, il a 10 ans, il sait que les réseaux sociaux existent, mais on parle beaucoup des limites, de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il n'y a pas de bien. Un exemple tout bête, je ne mets jamais sa photo sur les réseaux. Et un jour, il me disait, mais maman, pourquoi tu ne mets pas sur les réseaux? Et je lui ai expliqué que voilà, qu'il y avait de tout sur les réseaux sociaux, que c'était pour le protéger, et que je ne voulais pas qu'on le voie sur les réseaux, et que tout ce qui va sur les réseaux, enfin tout ce qui est publié sur les réseaux, va rester plus tard. Et ça, je lui dis de faire très très attention quand il sera plus grand, quand il publiera des choses, que ça va rester tout le temps. Pour un peu clôturer sur cette partie-là de l'enfance, en grandissant dans des époques différentes entre toi et ton enfant, quelles sont les grandes différences intrinsèques que tu vois entre vous deux? Il est beaucoup plus dans l'immédiateté. Il est beaucoup plus... Oui, et puis pour lui les nouvelles technologies, les tablettes, les téléphones, c'est comme une troisième main, enfin, c'est hyper intuitif. Petit, il prenait une tablette, très vite, il savait qu'il fallait... Enfin, ils vont vers l'écran, ils vont scroller. Enfin, il y a un côté comme ça très, très naturel, très intuitif pour eux. Et pour aller sur des sujets un peu plus légers, est-ce que tu es quelqu'un qui voyage? Oui, j'adore voyager. C'est pour ça qu'en ce moment, même si je m'adapte à la situation actuelle,
c'est compliqué parce qu'on peut, on peut voyager beaucoup moins et pour moi c'est un peu plus compliqué. Pendant des années, mon moteur c'était mon moteur pour notamment financier, c'était de voyager, aller voir ailleurs ce qui se passe, la curiosité d'aller rencontrer, d'aller dans d'autres pays et d'aller rencontrer d'autres cultures. Et pourquoi qu'est-ce qu'on y apprend en sortant de sa culture et de son environnement? Pourquoi c'est Bon, c'est une important? ouverture sur le monde, enfin l'ouverture sur le monde, il n'y a rien de mieux voilà, de voir ce qui se fait, ce qui se passe ailleurs, ce qui se dit, comment les gens vivent, comment les gens font. Pour moi, enfin, voilà, c'est vraiment une ouverture intellectuelle qui est absolument énorme. D'ailleurs, c'est quelque chose que je transmets vraiment à mon fils. Ça aussi, on parlait, tu vois, tout à l'heure des valeurs. L'ouverture sur le monde, c'est quelque chose que je lui ai inculqué tout petit. Je voulais qu'il voyage et qu'il sache ailleurs comment on vit, comment on parle, comment on mange. Pour moi, c'était... et ça l'est toujours très important. Et comment Ouais. tu choisis du coup ta prochaine destination? C'est toujours très compliqué pour moi parce que je veux aller partout. Je vois un reportage à la télé et je dis oh, ça, je voudrais y aller. Ah, ça me plaît. Ah ouais, non, mais là, je veux aller là. Ce qui fait que mon conjoint me regarde et me dit tout le temps il y a des endroits où tu voudrais pas aller parce que là, ça va être un peu compliqué. Ouais, je veux aller partout. Je... Alors en ce moment, je veux aller voir les aurores boréales. Euh, mais après, parce que voilà, je vais voir un reportage sur tel pays, je vais avoir envie d'y aller. Donc voilà, je suis assez instable sur ce sujet-là. Pour un peu faire une réflexion, comment tu étais il y a 5 10 ans et qu'est-ce que tu t'aurais dit à toi-même d'il y a 5 10 ans? Il y a 5 10 ans, je savais que j'allais devenir entrepreneuse. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, mais je savais qu'à un moment donné, ma vie professionnelle allait bifurquer et que j'allais changer parce que je voulais explorer cette piste. Alors je l'ai pas fait uniquement par challenge, je l'ai fait aussi vraiment par envie, par goût. Mais oui, il y a 5 ans, j'avais déjà un peu cette idée de me dire je ferai autre chose. Je savais pas quoi, mais je savais que j'allais faire autre chose et autrement. Et est-ce que tu étais passé au-delà de cette phase de peur de changer de vie, même si tu as déjà changé de vie 3 fois? Bah oui, bien entendu. Alors, j'ai changé de vie professionnelle plusieurs fois, mais toujours dans le salariat. Quand tu quittes le salariat, comme je le disais tout à l'heure, pour l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Effectivement, bah là, tu quittes une situation confortable pour un truc que tu connais pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est drôle. Tu sais, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, euh, tu parlais de peur, j'ai eu très très peur. Au début, on part avec beaucoup d'insouciance et il en faut de l'insouciance aussi pour le faire et c'est bien. Et puis à un moment donné, les peurs, et c'est normal, elles commencent à te gagner. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui sont remontées en moi et j'ai décidé de prendre des cours de plongée. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le conseille à des gens que j'accompagne pour les aider à se lancer parce que je trouvais que du coup, alors moi j'avais un vrai sujet sur la plongée qu'il fallait que je règle indépendamment de ça, mais j'ai découvert que l'univers des fonds, des fonds marins, euh, j'ai fait assez vite le parallèle avec celui de l'entreprise. En fait, je devais me mouvoir dans un environnement que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, où il n'y avait pas de limite. Il n'y a pas de limite autour. Et l'entrepreneuriat, pour moi, représentait exactement la même chose. Comment nager dans un univers où j'avais perdu tous mes repères. Et donc, du coup, j'encourage vraiment les gens
à, à plonger. Mais c'est vraiment ça, à plonger pour se rendre compte des sensations qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. Au sens propre et au sens figuré. Exactement, mais c'est une expérience qui est très, très formatrice. Pour faire sans transition, parce qu'au début tu parlais de principe, de trouver ce qui nous anime au plus profond de son être, j'allais te demander quelle est la Ton pourquoi. Ton pourquoi. Ton pourquoi, en 2 mots. Ton quoi. T'es quoi. Tu es sur cette terre pour faire quoi. Alors ça paraît un peu mystique ce que je dis là, mais c'est super important à un moment de se poser la question de ton quoi, c'est quoi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle est, sans transition aucune, quelle est ta définition de la réussite et du bonheur? Vaste. Alors, ma définition de la réussite, c'est tu réussis quand tu fais ce que tu as envie de faire, tout simplement. Et la définition du bonheur, c'est pas à peu, ouais, c'est à peu près la même. Ton bonheur, tu vas le chercher en toi. Si tu es aligné, si tu es en phase, si tu fais ce que tu as envie de faire qui correspond à qui tu es, à tes valeurs, bah, tu peux considérer que tu as réussi et que tu es heureux dans ce que tu fais. Dans la vie. Et on en parlait de socle, pas pour ne pas être intrusif, pour ne pas être entré dans une intimité non plus, mais quel est le concept de vie qui te tient tous les jours? Un principe, un socle? Alors, mon pourquoi? Ou pas tout. Alors, mon pourquoi, je ne vais te le donner que professionnel parce qu'on est dans le cadre d'une interview professionnelle, mais mon pourquoi, c'est d'accompagner les gens à trouver un autre regard, à changer de regard sur la vie, sur les choses, à leur transmettre ce que moi j'ai pu apprendre et à les accompagner dans leur bien-être et leur épanouissement. C'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui dans ce métier. C'est la transmission et se dire que on peut voir les choses autrement, qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder les problèmes, les difficultés qu'on peut traverser. Il y a un autre regard. Avant d'aborder le dernier segment de cette interview-là, c'est une question que j'aime poser parce il y a plein de gens qui peut-être nous écouteront qui viennent de milieux entre guillemets sociaux différents, mais c'est une question liée à l'argent, aux finances perso. Quand on commence à gagner sa vie, quelles sont les erreurs à ne pas faire et comment on gère si tu devais donner juste un conseil pour aider un jeune à mieux gérer ses finances personnelles? Alors là, à bout, je n'ai aucun conseil à donner sur l'argent. J'ai eu un rapport avec l'argent assez compliqué pendant des années. En revanche, l'argent, c'est une problématique, moi, que j'adore, parce que l'argent est lié à la valeur, et est lié à ta valeur. Donc du coup, plus tu t'accorderas de la valeur, plus tu respecteras l'argent. Et donc ça, c'est vraiment le sujet de l'argent. Derrière, il vient détricoter énormément de croyances, énormément de choses par rapport à ce que tu es, ce que tu veux être et la valeur que tu t'accordes. Et ça, c'est super important. C'est un point de vue que j'avais pas entendu jusqu'ici, qui est très très intéressant. Ben oui, en psychologie, l'argent, c'est souvent ce qu'on... les gens qui n'ont pas... les entrepreneurs qui ont du mal à augmenter leurs tarifs, qui ont du mal à fixer leurs tarifs,
qui ont du mal à savoir combien vaut une prestation. D'ailleurs, j'avais fait un article là-dessus, qu'est-ce que je vaux? C'est qu'ils ont un rapport un peu compliqué. C'est pas qu'ils ont un rapport compliqué avec l'argent, c'est qu'ils ont un rapport un peu conflictuel avec leurs propres valeurs. Et derrière, on est vraiment sur des sujets d'estime de soi. On arrive sur le dernier segment de cette interview. C'est des questions rapides que je te posais sans pour autant, juste la première idée qui te vient en tête, sans pour autant détailler. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui comme musique? J'écoute de tout. Moi, je suis très éclectique. Alors, j'écoute. Ouais, j'écoute. Alors, mais ça va faire. Non, mais ça va faire vieille conne si tu dis des trucs pas. Si je dis ça, mais. Ouais, Maître Gims, Soprano, parce que c'est des Vianney, enfin voilà, ce qu'écoute mon fils actuellement et que j'adore. 2 personnes avec qui tu aimerais dîner pour avoir une bonne conversation. Même s'ils sont morts? Oui, même si. Alors j'aurais adoré dîner avec Simone Veil, qui est quelqu'un que j'adore, qui est sorte d'idole pour moi, et Michelle Obama. Si on fait un focus sur Simone Veil, on suppose qu'elle est là en face de toi. Quelle est la première question que tu lui poses? Je lui poserai pas une question, mais je m'interrogerai sur sa capacité de résilience. On arrive sur la fin de cette interview. Je te remercie grandement d'avoir participé. Et j'ai eu plein de réponses un peu déboussolantes, mais qui m'ont beaucoup poussé dans mes retranchements et aussi dans ce questionnement-là, parce que c'est aussi la connaissance de soi et le partage qui font que j'ai eu envie de créer ce podcast-là, et j'ai eu matière, et j'espère que les gens auront aussi matière à réfléchir sur des choses. Je te laisse le mot de la fin. Merci à vous et bonne aventure à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. À très bientôt.